Bonjour. Vous voulez du thé? Je n'en ai pas. En revanche, j'ai la partie 2 de Comment Disney est devenu Disney, alors... c'est parti. Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg, Peter Schneider, Roy Disney. Vous les connaissez tous déjà si vous avez vu la partie 1 de cette vidéo. Je l'espère. Parce que sinon je sais pas ce que vous foutez là. Après tranquille, vous pouvez regarder la partie 2 sans avoir vu la partie 1, c'est juste que vous aurez pas tout le lore de la période et c'est dommage. Alors allons-y, plongeons dans les sombres secrets de cette ère qu'on appelle la Disney Renaissance et qui les ont rendus cultissimes aux yeux du monde entier. Va y avoir beaucoup à dire, c'est parti. Je vous ai menti, j'ai un petit peu de thé. Mon mug fait la taille de ma tête. Comme je vous le disais juste avant, Steven Spielberg vient pour tout casser à LA. Et surtout dans le milieu du dessin animé. Il produit Fivial et le Nouveau Monde, qui dépasse de 22 millions Basile le détective au box-office. Et étant lui-même un grand fan de Disney, vous imaginez bien que dès qu'il voit passer Qui veut la peau de Roger Rabbit, il saute sur l'occasion. Pour le produire avec sa propre société de production, Amblin Studio. Il donne la réalisation à son pote Robert Zemeckis, avec qui il avait déjà taffé sur Retour vers le futur. Et il décide, malgré le fait que le film soit sous l'aile de Disney, de former leur propre équipe d'animation à Londres. Ce qui posait pas de soucis vu que contrairement à Disney, tout le monde voulait travailler avec eux. Miskin Disney, pardon, n'enlevez pas les droits de la vidéo s'il vous plaît. Et que surtout c'était la première fois qu'un film hybride comme ça a été créé. Donc le projet était super excitant. Mais en même temps que ça, l'équipe de Glendale bossait aussi sur La Petite Sirène. Fait que Katzenberg et Eisner se retrouvent avec deux équipes qui bossent sur deux projets différents. Et qui leur coûtent super cher. Disons que d'un point de vue finance... à ce moment-là, c'est un peu tendu quoi. On va dire que pour Eisner, c'était pas vraiment un problème de somme, mais plutôt de où et comment c'était dépensé. Et vas-y, Katzenberg, il faisait vraiment n'importe quoi. Justement, sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, il a fait venir toute l'équipe de Londres à New York pour faire une réunion pour expliquer à quel point le film était cher. Ça va, Jeffrey? Avant bien sûr de tous les faire repartir en limousine pour prendre le prochain Concorde et retourner bosser. Déjà que je me plains que certains visios pourraient être des mails, mais alors là, c'est un autre niveau. Ah oui, parce qu'en plus, il a fait ça dans le dos d'Eisner, qui est littéralement son patron. Et justement, c'est à partir de là qu'entre eux deux ont commencé les frictions. Ça a jamais gêné Eisner d'investir de la thune là-dedans. Faire un dessin animé, ça coûte cher, même trop cher au studio. À cette époque, ça se budgétise à minimum une dizaine de millions. Mais Eisner le dit lui-même, c'est pas la question. C'est un héritage. C'est tellement un héritage qu'à partir d'Oliver et compagnie en 88, Roy Disney promet d'en sortir un nouveau par an. Et ce qui va les sauver pour pouvoir maintenir ce niveau de production économiquement, c'est les VHS. Enfin plutôt les lecteurs VHS. Au moment où ils décident de faire la transition, la plupart des gens en ont un depuis même assez longtemps. Et le premier à passer à la cassette, c'est Pinocchio. Et il rapporte des millions. C'est génial parce que littéralement ils capitalisent sur un truc déjà prêt, qui les rend encore plus accessibles et surtout populaires. Ça marche tellement bien qu'ils ouvrent un parc à Tokyo, une autre branche, Touchstone Movies, Ruthless People, The Color of Money, ils créent le Disney Sunday Movies, ils inaugurent le Star Tour avec George Lucas, le prix de leur action quintruple, mais... en fait, l'argent, il va pas au département d'animation. Étonnant. Étonnant. Alors que paradoxalement, ils sont en train de produire THE film qui pour eux va tout changer, La Petite Sirène. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Ce film, c'est une dinguerie. Comment il va façonner l'avenir de Disney, c'est juste énorme. On est en 1988 et pendant un déjeuner avec Katzenberg, Ron Clements lance l'idée sur la table. Et info importante, il lui parle d'un personnage de crabe qui serait un chef d'orchestre aquatique. Je vous assure que c'est une info importante. Parce que ça voulait dire que la musique aurait une place centrale dans le film. En parallèle de ça, un ami de Katzenberg, David Geffen, lui parle justement d'une équipe d'auteurs de chansons très doués, composée de Howard Ashman et Alan Menken. Qu'en fait, Schneider, qui était chargé du département d'animation, connaissait déjà très bien. Parce qu'il avait déjà travaillé avec eux sur une prod de spectacle à Broadway. Et ça tombe bien parce que Ashman débarque à LA pour repartir à zéro. Et se reconvertir surtout parce que Broadway, ça l'avait un peu saoulé. Et il se fait embarquer sur le projet. Ce qui est génial parce qu'il a un œil totalement nouveau dessus. C'est lui qui va proposer que Sébastien ait un accent jamaïcain, par exemple, alors que personne n'y aurait pensé. Il est tellement investi que c'est lui qui chante la démo de Sous l'océan. Et même chose pour Partir là-bas, qui jouait au piano avec Macon. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Et pour être honnête avec vous, c'est un gars qui a été assez vite oublié dans l'histoire de Disney.
alors que son rôle était juste crucial. Il était pas juste parolier, mais aussi coproducteur. Franchement, quand tu lis des archives, son taf, il est vachement minimisé, alors que c'est un putain de génie. En fait, ce qui est hyper malin, c'est qu'il utilise des codes de comédie musicale pour de l'animation. Genre souvent dans les premières chansons d'un show sur scène, l'héroïne se pose pour chanter ce qu'elle attend dans la vie. Sur une souche ou sous les arches, comme dans My Fair Lady. Et bah c'est exactement pareil pour Partir là-bas. Et tout le monde aime cette chanson. Tout le monde, sauf les enfants de la projection test. Ah, c'est dramatique, ils sont archi pas réceptifs. Et du coup pour Katzenberg, il faut couper Partir là-bas. Vous m'avez très bien entendu. Et Ashman aussi, vu qu'il lui a littéralement répondu « Si tu fais ça, je t'étrangle, bâtard. » Je rigole, bien sûr. Il a pas dit bâtard, parce qu'il est corpo, mais il l'a menacé de le tuer de ses propres mains. Après, personne s'y opposait, donc... Au final, Glen Keane, qui était le fan numéro 1 de la chanson et l'animateur principal, s'en est mêlé, et en revoyant le montage avec un peu plus de rythme, il arrive à convaincre Katzenberg de garder la chanson. Et putain, merci Glen, parce que sans lui, La Petite Sirène serait jamais devenue La Petite Sirène. Ça a littéralement fait basculer l'avenir de l'animation chez eux. Parce qu'à partir de cet instant, l'équation chez Disney, ça va devenir plus de films égale plus de profit. Donc de l'investissement dans la production. Enfin! Après des années à quémander, Disney est enfin d'accord pour investir dans de nouvelles technologies et développer CAPS. CAPS, Computer Animation Production System, un logiciel de post-production d'animation pour informatiser le processus d'ancrage et de peinture, qui avant était fait à la main. Sauf qu'en fait, il y a trop de problèmes. Putain mais non! Ce qui se passe, c'est que le développement de CAPS est confié à Alvire Smith, un mec qui produisait certes des spots publicitaires de Listerine. Listerine antiseptic. It says what it does what it says. Vous aviez besoin de cette information pour continuer à respirer, mais qui est aussi le cofondateur d'une petite entreprise d'animation du coin nommée Pixar. Pour ceux qui le savent pas, Pixar initialement c'était une entreprise de matériel informatique qui faisait pas ses ventes, donc ça devenait assez vite catastrophique, et qui du coup a dû se développer dans la pub et les logiciels pour continuer d'exister. Donc Pixar et Disney travaillent main dans la main pour utiliser CAPS. Comme ça, ils se sont mis comme ça. Je les ai vus faire de mes yeux, parce que j'étais là, j'ai tout vu, sur Bernard et Bianca au pays des kangourous. Dans des conditions déplorables. Les deadlines sont bien trop courtes, les horaires de boulot n'existent plus, et les problèmes techniques, j'ai même pas envie de vous en parler tellement ça me fait de la peine pour eux. No, you don't want to hear my thoughts. You don't want to hear my thoughts. En fait, l'erreur principale qu'ils ont faite, c'est d'avoir directement embrayé sur un long métrage. C'est trop. C'est juste trop. Le film sort, et c'est un énorme échec. Mais mine de rien, c'est ce premier essai qui va permettre d'ouvrir la voie à d'autres films, dont un que vous devez bien connaître, La Belle et la Bête. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. Ce film n'a pas de réalisateur. Ça commence super bien. L'histoire est très longue et je n'ai pas particulièrement envie d'épiloguer cet épisode car il concerne beaucoup d'échanges avec Katzenberg qui fait des caprices, mais la finalité c'est que ce sont deux jeunes scénaristes qui finissent par reprendre le film. Deux scénaristes qui passent à la réalisation, Gary Trousdale et Kirk Wise, qui jusque-là ont réalisé qu'un film. C'est super rassurant. Mais la réalité, c'est qu'après avoir fait n'importe quoi, Katzenberg a quand même une valeur sûre derrière la tête. Ok, contexte. Pas longtemps après leur nomination, Katzenberg organise une soirée. Soirée annuelle chez lui, avec tout le gratin, blablabla, nanani nanana. Et une partie de l'équipe d'animation est invitée, y compris le fameux Howard Ashman. Il vient de finir La Petite Sirène, il a gagné 3 Oscars grâce à ça, bravo à lui, et il veut vraiment travailler sur Aladdin. Genre, maintenant. Katzenberg lui dit « Hey, mais tu vas écrire des chansons pour La Belle et la Bête ?» Et il lui dit « Hey, j'ai pas envie !» Et il lui dit « Ah, tu vas le faire quand même !» Et c'est ainsi que La Belle et la Bête est devenue un musical. Alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu comme ça. Mais dans tout ça, il y a quand même quelque chose de bizarre chez Ashman. Tout le monde capte qu'il est beaucoup plus agressif que d'habitude. Pas juste avec Katzenberg, parce que ça, on le comprend. Genre, à un moment donné, il était question du prologue de La Belle et la Bête, et les réals étaient pas fans d'une de ses idées qu'ils trouvaient foireuse. Un des réals a verbalement dit ça, et il l'a atomisé. Certains membres de l'équipe commencent même à avoir peur de lui, alors qu'avant c'était littéralement le rayon de soleil du studio. Bref, on est à la moitié de la production du film, et Disney organise un show, avec quelques chansons et quelques extraits pour la presse new-yorkaise. C'est un bête de succès. Tout le monde est hyper joyeux, hyper emballé, mais Howard est pas là. En réalité, Howard est à l'hôpital de Saint-Vincent, qui est également à New York, parce qu'il est séropositif. Et il le sait depuis déjà quelques mois. Après la présentation, le crew entier vient pour le voir, et clairement, c'est pas la grande forme. Il pèse 33 kilos tout mouillé, il a perdu la vue, il arrive à peine à parler, et le 14 mars 1991, il était plus de ce monde. Il a même pas eu le temps de voir La Belle et la Bête terminée. Ouh,
j'ai chaud aux yeux. S'il y a bien une personne dont vous devez retenir le nom et qui pouvait remplacer Walt au sens où lui-même l'entendait, c'était Howard Ashman. Pas Michael Eisner, pas Jeffrey Katzenberg, pas Peter Schneider, pas Roy Disney même, juste Howard Ashman. C'est à lui qu'on doit ses chefs-d'œuvre, c'est à lui qu'on doit les Disney avec lesquels ma génération a grandi. Littéralement, l'ère de la Disney Renaissance, c'est lui. Et il est trop souvent oublié parce que c'est quelqu'un qui voulait pas prendre de place, qui faisait pas ça pour la gloire ou la visibilité médiatique, il faisait ça parce que il était créatif et il voulait juste voir en vrai ce qu'il y avait dans sa tête, c'est tout. Ce problème de reconnaissance chez Disney, il est réel depuis des années. Mais avec l'intensification de la production dans les studios, encore plus après le départ de Ward, on va pas se le cacher, Roy voit qu'il y a un souci. Et surtout Katzenberg adore récolter les lauriers. C'est simple, il est partout dans les journaux. Et Roy avait déjà vécu ça avec Walt dans le passé, donc il comprenait mieux que personne ce qui était en train de se trafiquer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, je vous parle pas beaucoup d'Eisner. Tiens. Parce que lui, il savait rester discret. Et qu'il avait bien compris que Disney et la direction de Disney passaient avant son nom. Il a jamais voulu retirer de la gloire dans ses apparitions. Tout ce qu'il voulait, c'était contrer celle de Katzenberg qui menaçait sa crédibilité en tant que PDG. Clairement, Katzenberg a trop d'ego. Je pense que vous l'avez compris au vu de ce que je vous ai raconté. Il se met beaucoup en avant en disant que c'est pour le studio et pour le boulot, blablabli blablabla. Mais en réalité, tout ce qu'il faisait, c'était stresser les gens et rendre la vie des animateurs impossible. Zoupli, il était tellement insupportable que ce qui sauvait les équipes, c'était de faire des soirées margarita avec des mariachis. C'est très grave ce qui se passe. Même physiquement pour les animateurs, ça craint. Ils doivent enchaîner sur Aladdin, et physiquement pour eux, c'est impossible. Vraiment, ils ont tous des tendinites au poignet. Tout simplement parce qu'ils viennent de faire un marathon d'animation et qu'on leur laisse aucun répit. Il y a carrément des animateurs qui sont plaints d'avoir dû renoncer à fonder une famille à cause de staff. Parce que c'est déjà bien trop stressant et que la fin de journée n'existe pas. Mais grâce ou à cause de toutes les récompenses qu'ils avaient reçues, les Oscars, les Golden Globes, ça allait pas du tout ralentir. Alors oui, beaucoup ont reçu de très gros bonus, sont invités sur des talk-shows pour parler d'animation. Disney est officiellement devenu la référence et crie en capitale, mais ils doivent surtout enchaîner avec Le Roi Lion. Quand je serai roi, je supprimerai la tradition. Pas tant que je serai là. Eh ben ça y est, t'es viré. Bien joué, mais seul le roi peut faire ça. Mais c'est le futur roi. Oui. Et tu dois faire tout ce que je t'ordonne. Non, pas encore. Avec une attitude pareille, j'ai bien peur de te voir devenir un pauvre petit roi de pacotille. Ça m'étonnerait. Qui au début a été surnommé Bambi en Afrique par Katzenberg, tellement il y croyait pas, alors que c'est littéralement une analogie de lui et de sa carrière. Bref, vous savez ce que j'en pense. Du coup, personne voulait travailler dessus vu qu'il le vendait hyper mal, ce qui est hilarant parce que quand il s'agissait d'en faire la presse après coup, là... That idea is something that actually originated with me. Je déteste cet homme. L'ironie fait que c'est précisément sur ce film qui parle du poids des responsabilités et des dangers de la compétition que lui, Eisner et Roy se déchirent comme des hyènes tous les trois. Heureusement que Frank Wells faisait tampon entre eux, vous vous souvenez de lui? Le directeur financier qui faisait de l'alpinisme et qui sautait en parachute? Il était là, même si... plus pour très longtemps. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur Shrek, mais Wells, c'était le genre de mec qui avait comme citation dans son portefeuille l'humilité et l'ultime vertu. C'est pas une vanne, c'est vraiment ce qu'il avait dans ses papiers. Mais malheureusement, en 1994, il décède d'un accident d'hélicoptère. Eisner le cache, mais il est détruit. C'était certes son associé, mais surtout son meilleur ami. Et ça a pas loupé! Le fauteuil est encore chaud que Katzenberg fait comprendre qu'il veut reprendre son poste. Mais jamais de la vie Roy ou Eisner validera ça. Il joue bien trop les m'as-tu vu. En fait, c'est un cercle vicieux. Pour le coup, je vais prendre la défense de Jeffrey pendant 4 secondes. Profitez, parce que ça arrivera genre... plus jamais. Mais c'est pas incohérent hiérarchiquement qu'il ait pensé pouvoir prendre le poste. Surtout qu'Eisner, il y a très longtemps, lui avait un peu promis. Mais pour le mériter, il fallait qu'il mette les films plus en avant. Et du coup... Katzenberg a fait bêtement ce que la presse de l'époque demandait depuis des années. Une nouvelle tête d'affiche. Un Walt 2.0. Il voulait du succès, certes pour son ego, mais surtout pour récupérer le respect qu'il avait perdu aux yeux de Roy et Eisner. Fait que pour ça, il a exploité un vrai lion pour la promotion du Roi Lion. Voilà, merci, on peut tous leur détester maintenant. Vous inquiétez pas, le karma l'a rattrapé, il a essayé de le grailler. Le lion qui mange Jeffrey, pas Jeffrey qui mange le lion, bien sûr. Même si, au fond de vous, vous avez eu une hésitation. Est-ce que vous auriez été choqué par cette information? Peut-être pas. Même lui, il a réussi à le pousser à bout, c'est fou quand même. Et c'est pile après cet incident que Katzenberg sent que c'est le début de la fin. Un jour, Eisner convoque Katzenberg dans son bureau. À l'ancienne, tu connais comme au début, n'est-ce pas? Il a pas le poste. On rappelle, Frank Wells venait de mourir, que lui il faisait le beau dans la presse. N'est pas trop possible en fait. Donc Katzenberg démissionne. À
À cette période-là, Eisner se plaignait beaucoup de douleurs à la poitrine. Et quelques jours après lui avoir annoncé la nouvelle, il a dû partir aux urgences pour un quadruple pontage. Parce que mine de rien pour lui, tout s'écroulait. Même s'il était successful, même si le business tournait, c'est 10 ans de vie et une autre amitié qui se terminait. Quant à Katzenberg, 8 jours après s'être fait virer, démissionner, virer, ça dépend du point de vue, il décide d'ouvrir son propre studio, DreamWorks SKG. Et la suite vous la connaissez pas, mais peut-être qu'un jour je vous en parlerai. On ne sait pas. Enfin si on en parle ça sera une autre fois parce que là ça commence à faire quand même beaucoup d'infos et d'émotions pour une seule vidéo. Si d'ailleurs elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter, notamment sur ce magnifique décor. Ce sont des vrais, regardez je les touche, je vais les faire tomber dans 2 secondes et après je vais pleurer parce qu'elles vont tomber. Mais je les ai toutes accrochées moi-même. Vous pouvez me mettre un commentaire de type « Waouh, quel décor incroyable Clara !» Et ça me fera plaisir. Imaginez que tout ça après moi faut que je l'enlève. N'imaginez pas, ça va vous faire mal. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux en me taguant @ClaraRunaway, que ce soit sur Insta ou Twitter, ça me fait trop rire, genre de voir vos configs à chaque fois que vous regardez une vidéo. J'allais dire la phrase « j'adore voir ma tête dans le salon des gens », et je me suis rendu compte que c'était un peu trop Katzenberg vibes. Je vous cache pas que ça me fait un petit peu bizarre, en vrai, de terminer cet arc, parce que littéralement ça fait des mois que je respire mes textes, je respire mes recherches, je respire mes sources, je respire les gens, je respire les gens, quoi. Non, allez, pardon, excusez-moi. Ouais, faut qu'on parle de ça un peu vite fait. Loin de moi l'idée de faire la ouin-ouin, mais c'est vrai que cet arc Disney a été particulièrement compliqué à produire de manière générale. J'adore la vidéo que j'ai écrite et que j'ai faite, sinon je vous la présenterai pas. Mais je vous cache pas que pour pas l'abandonner, ça a été une immense bataille. On dirait pas comme ça parce que c'est jamais qu'un facecam avec des grosses recherches, un énorme décor et un bon script écrit par une bonne autrice. Mais entre les financements qui tombent à l'eau, les droits que je n'ai pas pu avoir parce que j'ai pas les droits sur toutes les images que je voulais vous montrer, donc forcément je n'ai pas le droit de les mettre sur YouTube, les gens qui ne me répondent plus après des échanges de mails hyper intéressants sur des infos et qui font que je n'ai pas le droit de divulguer certaines informations. Là dites-vous que j'ai des infos hyper intéressantes mais que je ne peux pas mettre parce que les gens m'ont littéralement ghosté. Ça ne simplifie pas du tout les choses pour moi pour faire ce type de vidéo là. Et je vous cache pas qu'enchaîner les merdes pendant des mois comme ça m'a genre turbo-vacciné. Ça m'a tellement repoussé dans mes retranchements qu'il y a un moment où je me suis dit en fait, je vais plus jamais pouvoir faire de vidéos YouTube, je crois. Alors que c'est faux de fou, c'est juste que la production a été méga chaotique. Donc voilà, vous savez tout, j'avais pas envie de revenir juste en disant waouh, qu'est-ce que c'était dur, rire. J'adore mon taf parce que littéralement je me le suis créé sur mesure, mais le subir, c'est pas trop le concept. J'ai un micro, t'inquiète, il microte. T'inquiète pas. Donc voilà, être heureux, oui. Souffrir de ce qu'on fait parce qu'on veut bien le faire, non. Au revoir. J'ai l'impression que si j'arrête de la caméra, j'arrête de vivre. Non, pas du tout. En vrai, je crois que je suis aussi un peu soulagée de pouvoir passer à autre chose. Bref, il faut bien en finir à un moment, donc ça va me faire très bizarre, mais je vous dis quand même à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!